Au début des années 60, les avions à réaction commençaient à peine à s'imposer, reliant villes et continents. Le protagoniste de cette histoire n'a jamais battu de record de vitesse, ni décroché le titre du plus grand avion de ligne. Pourtant, il a indéniablement marqué son époque. Il s'agissait du McDonnell Douglas DC-9, un biréacteur entré en service au début des années 60 et qui s'est avéré un succès remarquable. Sa production s'est étendue sur 17 ans et sa lignée de conception s'est perpétuée avec le MD-80, le MD-90 et, dans une certaine mesure, le Boeing 717. Des décennies de service, des milliers de cellules construites, un héritage considérable pour un seul programme. Voyons ensemble comment tout a commencé. Notre histoire nous ramène aux années 50, une décennie, comme souvent, marquée par un véritable bouillonnement. Le transport aérien mondial était en plein essor. Nombre de passagers, fréquence des vols, tout ce qui touchait à l'aviation commerciale progressait à un rythme effréné. Les avions eux-mêmes évoluaient rapidement, abandonnant les moteurs à piston au profit des réacteurs et des turbopropulseurs. Et bientôt, ces nouvelles machines parcouraient les routes aériennes du monde entier. Aux États-Unis, chaque grand constructeur se bousculait pour s'emparer d'une part de cette nouvelle industrie. Et deux noms menaient la course. Boeing, avec son vaisseau amiral le 707, et Douglas, fort de son DC-8. Ces deux appareils étaient véritablement impressionnants. Grands, ils transportaient de nombreux passagers et couvraient d'énormes distances avec aisance. Pourtant, à eux seuls, ils ne résolvaient qu'une partie de l'équation. Ces fleurons de l'aviation coûtaient cher, exigeaient des opérations complexes, et honnêtement, leur capacité restait inexploitée sur des routes qui n'en avaient tout simplement pas besoin. Plus de 60% des vols intérieurs aux États-Unis couvraient des distances régionales, environ 805 km, transportant comparativement peu de passagers, et les vieux avions à piston assuraient encore toutes ces liaisons. Naturellement, vers la fin des années 50, les constructeurs se sont penchés sur le remplacement de ces appareils à piston vieillissants. Boeing opta pour une configuration à 3 moteurs. Des recherches approfondies, ainsi qu'un bref partenariat avec De Havilland autour de la conception de leur Trident, portèrent leurs fruits. Et dès 1963, l'équipe de Seattle tenait son nouvel avion de ligne, le Boeing 727. Douglas avait un léger retard, mais n'avait aucune intention de concéder la victoire. Leur quête de la bonne configuration fut tout sauf simple. Des décennies d'expérience avec les avions à piston tiraient les ingénieurs dans une direction, tandis que de nombreuses voix plaidaient pour un turbopropulseur, quelque chose de plus proche d'un Fokker F-27. Ce n'était pas déraisonnable. Les turbopropulseurs britanniques et soviétiques affichaient de bonnes performances. Lockheed avait récemment introduit son L-188 Electra et les turbopropulseurs pouvaient sincèrement s'avérer plus économiques sur de courtes distances. Pourtant, l'attrait pour la technologie des réacteurs s'est avéré plus fort. Les premiers concepts exploraient des moteurs montés sous l'aile, 2 ou 4. Ces designs semblaient attrayants sur le papier, mais les compagnies aériennes n'étaient pas convaincues. Des moteurs sous l'aile avaient peu de sens sur un avion de petite à moyenne taille, et n'en utiliser que 2 dans cette position comportait un risque réel. Rappelez-vous, c'était bien avant que le nom 737 ne signifie quoi que ce soit pour quiconque. La recherche se poursuivait à plein régime, et finalement, les ingénieurs américains ont tourné leur attention vers l'autre côté de l'Atlantique. En 1959, la compagnie scandinave SAS a effectué le premier service commercial avec la Caravelle de Sud Aviation. La Caravelle est rapidement devenue un symbole, adulée dans toute l'Europe. Sa formule était simple, une aile épurée, des moteurs montés à l'arrière du fuselage dans des nacelles individuelles, et les avantages se manifestaient partout, que ce soit en termes de confort, d'économie ou de maniabilité. Alors que les ingénieurs de différents pays reconnaissaient l'exploit français, beaucoup ont volontiers emprunté des éléments de cette innovation pour leurs propres projets. Douglas, cependant, a réalisé quelque chose de différent. Il ne voulait pas seulement des éléments de la conception de la Caravelle, il voulait la Caravelle elle-même.
Conquérir un marché de la taille des États-Unis, bien sûr, n'allait jamais être simple. Douglas a développé une version baptisée Caravelle 10A, essentiellement la 7e série de production de la Caravelle, modifiée avec des éléments structurels révisés et divers systèmes mis à jour, ainsi que des moteurs de fabrication américaine, une paire de General Electric CJ805, les mêmes moteurs dérivés de turbofan qui ont ensuite propulsé le Convair 990. Cet appareil a effectué son premier vol en 1962 et pendant un temps, Douglas et Sud Aviation ont collaboré sur le projet. Cependant, cela n'a jamais abouti tout à fait. Les deux parties ne purent s'accorder sur la part de la production qui devait être transférée sur le sol américain, et les clients hésitaient à s'engager sur un appareil à l'avenir si incertain. Pendant ce temps, des conceptions concurrentes de deuxième génération émergeaient déjà ailleurs. Douglas était confronté à un choix: investir des ressources considérables et accepter des compromis majeurs pour poursuivre une conception qui risquait de devenir rapidement obsolète ou abandonnée. Le partenariat n'a jamais perduré. En 1962, Douglas s'est engagé à construire quelque chose de nouveau, s'inspirant des leçons de la collaboration avec la Caravelle, mais avec sa propre conception. Il convient de noter cependant que personne chez Douglas n'avait l'intention de concurrencer de front le 727, qui était déjà presque dans les airs. Cet appareil, entièrement chargé, pesait plus de 70 tonnes et transportait jusqu'à 130 passagers. Douglas voulait plutôt quelque chose de plus petit, un véritable jet régional bimoteur pouvant accueillir environ 100 passagers et avec environ la moitié de l'autonomie. Et contrairement à la philosophie de conception largement partagée derrière le 727 et le 707, Douglas a construit son avion pratiquement à partir de zéro, avec un ensemble de composants presque entièrement nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'il construisait exactement? L'avion, qui allait finalement porter le nom de Douglas Commercial DC-9, s'est avéré être un monoplan à aile basse, avec des ailes modérément en flèche, une configuration d'empennage en T et une paire de moteurs montés à l'arrière du fuselage. Cette configuration est devenue une sorte de tendance à cette époque. La même année, 1963, le BAC 111 britannique et le Tupolev Tu-134 soviétique ont tous deux effectué leur premier vol, et tous deux se sont avérés être des appareils véritablement intéressants à part entière. Déplacer les moteurs vers l'arrière a permis à l'aile, d'une envergure d'environ 27,5 mètres, de rester remarquablement épurée. Mais comme cette conception visait une nouvelle génération de transport aérien, elle était équipée de systèmes plus sophistiqués que, par exemple, la Caravelle. Une structure plus complexe se traduisait par une meilleure aérodynamique. Les dispositifs hypersustentateurs incluaient initialement des ailerons, des spoilers et de grands volets, et les variantes ultérieures ont ajouté des becs de bord d'attaque s'étendant sur presque toute la longueur du bord d'attaque. L'empennage suivait la disposition classique pour les avions de ce type, un stabilisateur en T avec une légère augmentation de la flèche. La cellule a été rapidement assemblée, non sans complications en cours de route. Des ajustements sont devenus nécessaires après le crash d'un prototype de BAC 111 lors d'essais en octobre 1963. Durant ce vol, l'appareil a rencontré un décrochage profond, un phénomène où, à des angles d'attaque élevés, un empennage en T se retrouve directement dans le sillage aérodynamique de l'aile et des moteurs, le rendant essentiellement inopérant. Les essais ont également révélé qu'à basse vitesse, l'aile elle-même perdait de sa stabilité en portance. Chaque constructeur confronté à ce même problème l'a résolu à peu près de la même manière, en affinant la structure et en agrandissant les surfaces de l'empennage. Quant à la stabilisation du flux d'air sur l'aile, cela s'est résumé à des clôtures d'ailes, une touche classique de Douglas, bien que Douglas ait adopté une approche légèrement différente ici, en équipant les bords d'attaque de petits générateurs de vortex qui faisaient essentiellement le même travail. Compte tenu de la masse modeste de l'appareil, environ 40 tonnes, aucune solution d'ingénierie exotique n'était requise. La puissance du DC-9 provenait d'une paire de turbofans Pratt & Whitney JT8D, produits en de nombreuses variantes selon la version spécifique de l'appareil, avec une poussée allant de 54 à 71 kN. Les moteurs étaient montés dans des nacelles individuelles à l'arrière du fuselage, et pour un avion régional de cette période, cela représentait la meilleure configuration disponible.
La Caravelle avait déjà prouvé le concept. Le montage externe des moteurs réduisait considérablement les complications, à une époque où les régulateurs n'avaient pas encore autorisé les bimoteurs pour des opérations prolongées au-dessus de l'eau, et les pannes moteurs, malheureusement, n'étaient pas rares à l'époque. Les longues routes vers les Caraïbes ou Hawaï restaient en grande partie le territoire de Boeing en conséquence. Un avantage supplémentaire de cette disposition des moteurs était l'espace pour une unité de puissance auxiliaire, APU, adéquate. Et étant donné que cet appareil était principalement destiné à desservir des routes régionales où l'infrastructure au sol n'était pas toujours fiable, cette APU s'est avérée essentielle. En passant à l'intérieur, le fuselage mesurait 3,34 mètres de diamètre, plus modeste que celui des jets phares, mais tout à fait adéquat pour un avion régional. Selon les normes modernes, ce diamètre permettait d'installer confortablement 5 sièges par rangée dans une configuration 3+2. Le DC-9 original, surnommé plus tard la série 10, mesurait 31,8 mètres de long et transportait 90 passagers, la certification en autorisant jusqu'à 109. L'embarquement se faisait par 2 portes à l'avant du fuselage ou par des escaliers intégrés à l'arrière. En termes de spécifications brutes, il concurrençait de près le BAC 111 britannique, capacité similaire, autonomie similaire. Les deux appareils partageaient également autre chose. Nœuds avioniques et des systèmes de vol remarquablement avancés pour leur époque. Grâce aux nouvelles technologies et à de vifs débats avec les régulateurs de l'aviation, Douglas a réussi à prouver qu'un jet régional raisonnablement léger pouvait opérer en toute sous-sécurité avec un équipage réduit. Le poste de pilotage du DC-9, en fait, était conçu pour seulement 2 pilotes, une réalisation véritablement impressionnante pour le milieu des années 60. En février 1965, Douglas ayant démarré avec un certain retard par rapport à ses concurrents, le développement avançait à un rythme intense, même si la compagnie pouvait au moins apprendre des erreurs de ses prédécesseurs. 5 appareils ont participé au programme d'essai en vol simultanément, et la certification a été bouclée en moins d'1 an. En décembre 1965, le premier appareil de production, aux couleurs de Delta Airlines, a effectué son premier vol commercial. Peu après son entrée sur le marché, le DC-9 a conquis les compagnies aériennes et les passagers. Et naturellement, une série aussi réussie ne pouvait qu'engendrer toute une famille de variantes. La première fut la version de base du DC-9, rapidement renommée Série 10. Celle-ci représentait les appareils les plus petits et les plus simples de la gamme, incluant les modèles 11, 12, 14 et 15, ainsi que les variantes cargo désignées Série 13 à partir de 1967, dont la production fut, il est vrai, maintenue au minimum. Ces appareils mesuraient environ 32 mètres de long, avec une masse maximale au décollage allant jusqu'à 42 tonnes. Au total, 137 furent construits, y compris ce tout premier appareil livré à Delta. En 1968, la première série 20 a pris son envol. Cette variante combinait essentiellement la plus petite série 10 avec la plus grande série 30, développée en parallèle. Elle utilisait le fuselage de la 10, associé à l'aile plus grande et au moteur plus puissant de la 30, améliorant considérablement les performances au décollage et à l'atterrissage et permettant des opérations à partir de pistes plus courtes. Douglas les a initialement construits pour Scandinavian Airlines, qui les a effectivement réceptionnés, bien que le modèle n'ait jamais atteint une popularité plus large et les chiffres de production sont restés faibles. La série 30, développée en parallèle, représentait une version agrandie de l'appareil de base, près de 5 mètres plus longue et avec une envergure supérieure de plus d'1 mètre. Étant donné qu'allonger un appareil à moteurs arrière déplace le centre de masse vers l'arrière, la majeure partie de cette longueur supplémentaire fut ajoutée à l'avant du fuselage. La capacité d'accueil passa à 115 passagers en configuration toute économique. C'était le cheval de bataille de la famille. Des moteurs plus puissants, des systèmes mis à jour et des performances de vol qui restaient étonnamment robustes malgré le poids supplémentaire, en grande partie grâce au bec de bord d'attaque nouvellement introduit. Douglas a livré 662 de ces appareils au total, constituant l'essentiel de la flotte totale de DC-9. À bien des égards,
La série 30 servit de réponse de Douglas au 737 nouvellement introduit par Boeing, et au début, du moins, elle rivalisa plutôt bien. L'année suivante, 1968, une autre variante prit la direction de la Scandinavie, la série 40. Basée sur la 30, mais avec un fuselage plus long, elle transportait 125 passagers dans une unique cabine économique. Le poids dépassait les 50 tonnes et les moteurs produisaient de 69 à 71 kN de poussée selon la configuration. 71 exemplaires furent construits. Un nombre modeste, mais une conception solide malgré tout. La variante la plus performante du DC-9 s'est avérée être la série 50. S'étendant sur plus de 40 mètres, dotée d'une aile mise à jour d'une envergure de plus de 28 mètres et atteignant une masse maximale proche de 54,8 tonnes, cette variante pesait environ un tiers de plus que le modèle de base. Fait intéressant, les régulateurs autorisaient toujours un équipage de 2 personnes, même si Douglas avait initialement plaidé pour la même approbation sur un appareil presque 2 fois moins lourd. La capacité de la 50 atteignait 135 passagers, avec une autonomie approchant les 2400 km. Ajoutez à cela une cabine mise à jour, des systèmes améliorés et des moteurs haut de gamme équipés d'inverseurs de poussée, et cet appareil a trouvé sa place chez Eastern Airlines à partir de 1975. À ce moment-là, McDonnell Douglas avait livré 96 de ces appareils au total. Aucun compte-rendu des variantes du DC-9 ne serait complet sans mentionner les versions militaires. Le McDonnell Douglas C-9 Nightingale a servi sous contrat avec le United States Air Force, aux côtés du C-9B Skytrain II, construit pour la Marine et le Corps des Marines. 48 de ces appareils sont sortis des chaînes en diverses configurations médicales et cargo passagers, et aujourd'hui, chacun d'entre eux a été retiré du service actif. Cela conclut pour l'essentiel l'histoire directe des variantes du DC-9. Bien qu'il soit à noter qu'au début des années 70, la compagnie était déjà bien avancée dans le développement de quelque chose de considérablement plus perfectionné que la série 50. Cet effort a finalement donné naissance au MD-80, qui a effectué son premier vol en 1979. Malgré le partage de ses fondations avec le DC-9, tant de changements et d'améliorations ont été apportés à cet appareil qu'il est souvent décrit comme une conception entièrement nouvelle. Et cette histoire mérite d'être racontée séparément. Au total, Douglas a construit 976 DC-9. L'essentiel de la production a eu lieu à la fin des années 60, lorsque McDonnell Douglas fabriquait plus de 100 appareils par an. En ce qui concerne la sécurité, le DC-9 n'a jamais été un modèle d'excellence. Au cours de sa vie opérationnelle, ces appareils ont été impliqués dans 276 accidents et incidents, avec 145 cellules perdues et 3697 vies fauchées. Un chiffre pas particulièrement rassurant, il faut l'admettre, bien que globalement en phase avec les appareils comparables de la même époque. Pendant ce temps, au cours des décennies suivantes, ce style de jet régional, avec ses moteurs montés à l'arrière et tout ce qui s'ensuit, a progressivement perdu de sa popularité au profit de conceptions avec des moteurs sous les ailes. Si l'on considère le DC-9, le MD-80, le MD-90 et le Boeing 717 comme une famille continue sur plusieurs générations, la production totale atteint 2441 appareils. C'est un nombre speccistiel, bien que toujours loin derrière les premières générations de Boeing 737 et d'Airbus A320. D'autres pays ont suivi des voies similaires. Les Français et les Britanniques ont chacun construit plusieurs centaines d'appareils comparables, et en termes de chiffres bruts, la comparaison la plus proche de la famille DC-9 est probablement le Tupolev Tu-134 soviétique, avec environ 850 exemplaires construits. Même avec l'émergence de nouveaux concurrents, ces appareils vieillissants ont continué à voler de manière fiable, tenant bon pendant des années. Leurs faibles exigences en matière de maintenance, une technologie véritablement avancée pour son époque et une économie d'exploitation solide ont permis à plusieurs grandes compagnies aériennes américaines, dont Delta Airlines, de faire voler ces jets très activement jusque loin dans le nouveau siècle. Cela dit, une fois que les prix du carburant ont fortement grimpé,
l'enthousiasme s'est considérablement refroidi. Des appareils comparables comme le Boeing 737 nouvelle génération et l'Airbus A319 offraient une efficacité énergétique considérablement améliorée, ainsi que des avantages évidents en termes de bruit et d'émissions par rapport au vieillissant DC-9. Il est tout de même à noter que Delta a maintenu ses appareils en service actif et compétitif jusqu'en 2014. Même aujourd'hui, une poignée d'opérateurs continue de faire voler une vingtaine de ces jets en configuration cargo et pour des vols charter. Pour un appareil conçu dans les années 60, c'est un véritable gage de qualité. Et voilà l'histoire du premier jet régional de Douglas. Son héritage s'est perpétué à travers ses successeurs. Mais c'est une autre histoire que nous raconterons une autre fois. C'est tout pour aujourd'hui. Bon vol et atterrissage en douceur à toutes et à tous.